Rebonjour mes mangeux de maths, ici Pierre-Luc Racine, l'homme qui a choisi de faire un podcast sur le sujet le plus repoussant de toute l'humanité, les mathématiques. Une affaire qui n'a pas changé avec le temps, c'est qu'on niaise encore les nerds et on parle pas d'à quel point c'est un vrai problème. Dans les films, comme dans la vraie vie, on fait rire de nous, on se fait mettre des bâtons dans les roues parce qu'on est différent, on se fait rejeter parce qu'on détonne, c'est pas le fun. Et là, je vais pas dire « Hey, l'intimidation, c'est nice! » Ça l'est pas. Sauf que nous, les nerds qui avons survécu, on a développé de la persévérance puis du courage à force de se faire niaiser. Je le sais, j'ai un bac en maths. Moi, j'ai passé des années à temps plein à étudier pour avoir un bac en maths. Puis à chaque fois que j'en parle aux gens de mon bac en maths, ce qui me vient comme question, c'est « Hey, à cette heure, t'es rendu un artiste, là. Ton bac en maths doit servir à rien. » Puis je suis comme « Wow, là. Grâce à mon bac en maths, je peux calculer le montant exact que le chômage me doit. » C'était pas facile d'être un nerd à l'adolescence, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être une nerd. Encore pire que ça, être une nerd durant la Révolution française. Tu sais, là, ce beau moment où un pays adorait être rationnel, hein? Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qu'on aurait dû vous enseigner à l'école. On parle toujours qu'il manque de modèles féminins dans les sciences quand on en a une dans notre face, drette là, qui parlait français et qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vous parle de Sophie Germain et je vous avertis, c'est une bad motherfucker. Sophie Germain est née le 1er avril 1776. 1776. Ça fait qu'elle avait 13 ans lors de la Révolution française. Imaginez être en crise d'adolescence, dans un pays en crise d'adolescence. Ça fait beaucoup de « tu me diras pas quoi faire ». À ce moment-là, Sophie est confinée à la maison comme c'est dangereux dehors parce que dans le temps, l'activité préférée des Français, c'était de guillotiner du monde. « Hé Paul, tu fais quoi vendredi? »« Je vais voir des gens se faire guillotiner. »« Ah, et lundi? »« Je vais voir des gens se faire guillotiner. »« Et mardi? »« Ah, là, c'est moi qui se fais guillotiner. » Coincée chez elle, elle fouille dans les livres de son père, puis elle tombe sur des livres de maths et elle trippe. Là, t'imagines que ses parents sont contents parce que, wow, là, t'as un enfant assez nerd pour étudier les maths par elle-même. T'auras jamais besoin de l'aider dans ses devoirs et essayer de faire semblant que c'est facile. Passe-moi ton devoir, mon petit Mathis, on va savoir comment diviser 821 par 7. Fait que tu retiens 7, non 4. T'enlèves 2, tu divises... Ah, mon Dieu, j'ai pas du tout mal à la tête, là. Va me chercher des Tylenol pendant que je vais pas du tout demander à ChatGPT. Mais non, ses parents voulaient activement l'empêcher d'apprendre les maths parce que... Ma fille, t'apprendras pas les mathématiques parce que... c'est une très bonne raison pour notre époque. Ça fait pas assez féminin. Parce que dans le temps, être une femme éduquée, c'était l'équivalent de 4 calés des filles en se pognant la poche. Ouais, je sais, c'est ridicule. Mais c'est pour cette raison-là que ses parents l'ont empêché, dans le jour, de faire des maths. Mais Sophie a commencé à le faire la nuit en cachette. Moi, la plupart des ados que je connais font des affaires bien plus louches que ça la nuit. Mais ça marche pas. La rébellion nerd est bien trop forte pour Sophie. Alors que la révolution se fait à l'extérieur, elle l'a fait dans la maison. Malgré l'opposition de ses parents, elle apprend les maths pareil. La nuit, elle s'enveloppait dans des courtes pointes et utilisait des bougies qu'elle avait cachées pour étudier. Moi, à 13 ans, c'était mon Game Boy que j'amenais sous mes couvertes. Sophie était déterminée, tellement que ses parents ont fini par céder. Ils ont réalisé que son amour des maths était, et je cite, « incurable ».
Une source dit que Sophie a passé tout le règne de la terreur à apprendre les calculs différentiels par elle-même. Moi, j'ai fait 3 cours de calcul différentiel à l'université, puis j'ai coulé le 2e. Sophie s'éduque par elle-même au point où, rendue à 18 ans, elle avait appris de manière autodidacte le grec et le latin, juste pour pouvoir lire des textes d'Archimède, de Newton et d'autres scientifiques à travers les millénaires. Tout ça avant 18 ans. Moi, à mon âge actuel, j'arrive même pas à baragouiner l'espagnol après 3 ans de Duolingo. Hormis les dizaines de milliers de personnes qui ont eu la malchance de voir leur tête se séparer de leur corps, la Révolution française a pareil du bon. Lorsque Sophie atteint 18 ans, on ouvre la première école polytechnique. Imaginez-vous à quel point elle devait être heureuse. Tout juste à côté de chez elle, elle aurait enfin accès à des quantités de savoir tellement impressionnants. Elle pourrait enfin avoir un diplôme. Réalisez-vous à quel point c'est hot. Elle devait se sentir comme Belle dans La Belle et la Bête qui découvre la grosse bibliothèque dans le manoir, sauf qu'on est en 1796. C'est sûr que l'école refuse d'avoir des étudiantes. Ça serait pas féminin. Le rôle de la femme dans le temps, c'est pas d'être éduquée et de menacer le patriarcat en obtenant plus de connaissances que son mari. Mais si vous pensez que c'est ça qui va empêcher Sophie de nerd out sur les maths, vous vous trompez. Cette bad motherfucker va pareil aller étudier à leur bibliothèque quand même. Elle va y passer tellement de temps qu'elle va assimiler par elle-même de la matière que j'ai eu la misère à comprendre avec des professeurs parce qu'elle est that girl. Ok, c'est le fun d'étudier de ton bord, mais quand t'as personne pour vérifier tes devoirs et tes théories, tu fais quoi? Imagine, t'es une femme à la fin des années 1770. Ben, Sophie opte pour un stratagème digne d'un théâtre d'été. Elle décide de se faire passer pour un homme. Ouais, je le sais, elle a déclaré plus tard qu'elle avait peur du ridicule attaché à être une femme scientifique. Son pseudonyme? Monsieur Antoine Auguste Leblanc. Puis les gens y pognent. Ils trouvent que Monsieur Antoine Auguste Leblanc est tellement brillant, même que le fameux Louis-Joseph Lagrange, un mathématicien tellement important qui a un théorème à son nom, le trouve intéressant. Ou la trouve intéressante. Anyway, il écrit à lui, ou à elle, ou à lui qui est réellement elle. « Hey man, t'es vraiment cool! On devrait se rencontrer, buddy! » Sophie Germain était une des premières catfish de l'histoire. Fait que là, elle est pognée. Est-ce qu'elle fait un reverse Madame Doubtfire? Est-ce qu'elle devient drag queen? Si oui, Monsieur Antoine Auguste Leblanc, c'est pas vraiment un bon nom de drag king, hein? Me semble que j'irais pour ça, Fist Germain. Shantae, you stay. Mais non, Sophie s'est déjà assez cachée dans sa vie, ça va faire. C'est une femme qui s'assume quand elle peut. L'affaire qui a la fâcheuse habitude de mettre dans le marde quand t'es une femme, mais c'est une bad motherfucker. Fait qu'elle a pris un gros risque. Probablement le plus gros de sa vie. Elle a avoué sa réelle identité à Lagrange qui a été... flabbergasté. Wow! Il a tout de suite catché que sa vie devait être tellement difficile pour devoir prendre une identité secrète. C'est le genre d'affaires que tu fais juste quand tes 2 parents se font assassiner en sortant d'un théâtre. Mais c'est surtout qu'il a juste pas eu le choix de reconnaître l'intelligence de Sophie. C'est pour ça qu'il lui promet de garder le secret. Enfin, Sophie va avoir quelqu'un pour parler de la théorie des nombres. Jusqu'à présent, non seulement son genre avait été un obstacle pour nerd out avec du monde, mais son statut social l'avait été aussi. C'est que dans le temps, c'était socialement acceptable que pour les femmes aristocratiques seulement d'apprendre les sciences et les mathématiques. Tout ça dans le but qu'elle puisse en parler par hasard avec des amis. Comme Sophie était de la classe moyenne, cette opportunité l'avait donc dépassée. Hey, c'est fou là! Imaginez,
Il y a déjà eu une époque où le 1% parlait de mathématiques au lieu de forcer ses employés d'entrepôt à uriner dans des bouteilles d'eau. Est-ce que c'est le signe qu'il faut ramener la guillotine? Peut-être! Alors que ces deux sœurs se marient, les parents de Sophie réalisent que, comme tous les nerds, se trouver un parti, c'est peut-être difficile. Ouais. Est-ce que je parle d'expérience? Peut-être. Surprenamment, ses parents renoncent à lui trouver un mari, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Genre, vous comprenez pas, là. Réfléchissez un instant à quel point Sophie impressionnait ses parents pour passer de « Tu étudieras pas les maths, ma fille » à « Étudie tellement les maths que ça ne dérange pas si tu restes célibataire à une époque où tu es défini par ton mari. » Mais Lagrange n'est pas le seul scientifique dans la science game de l'époque. Un tout aussi majeur qu'on doit mentionner, c'est Carl Friedrich Gauss. Gauss est encore important aujourd'hui. Il est surnommé le prince des mathématiques. Le prince des mathématiques, ça c'est le gars qui se fait tirer les bobettes dans les cases par littéralement n'importe quel autre prince. Avec Gauss, Sophie discute du dernier... avec Gauss, Monsieur Antoine Auguste Leblanc discute du dernier théorème de Fermat qui est tellement compliqué qu'aucune avancée sur la question n'avait été faite depuis 60 ans. Si le dernier théorème de Fermat était un personnage de jeu vidéo, il serait Bowser, le dernier boss. En 1804, la relation épistolaire entre Gauss et Monsieur Auguste Antoine Leblanc va de bon train. Mais on est au pic de l'occupation française en territoire prusse où Gauss se trouve. Ce qui est une place vraiment pas le fun à habiter. Je dirais qu'en général, la Révolution française, c'est pas une place le fun à habiter, fait qu'imagine si je prends le temps de le préciser. 2 ans plus tard, Sophie apprend que les troupes de Napoléon vont entrer dans la ville où habite Gauss. Pour le sortir de là, elle demande à un général d'aller chercher Gauss de chez lui et l'amener en sécurité afin qu'il soit épargné. Chose que le général va faire. Sophie va avoir sauvé la vie d'un des scientifiques les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Je prends une pause pour juste vous dire que je comprends pas pourquoi on parle pas plus de Sophie Germain. Je suis à la moitié du podcast, puis déjà là, moi je trouve ça comme vraiment unique comme histoire, puis ça arrête même pas là. L'affaire, c'est que le général qui cogne chez Gauss, il est comme Hey Gauss, suivez-moi, nous avons reçu la sollicitation de vous sauver par une certaine, il est écrit ici, Sophie Germain. Mais c'est merveilleux, monsieur, mais dites-moi, qui est cette Sophie Germain? Je n'ai jamais écrit à une Sophie Germain. Ouais, là, notre boy Gauss, il a beau être super brillant, mais il a raison d'être confus. Il vient de se faire sauver la vie par une femme dont il a jamais entendu le nom. Et il aurait jamais pu arriver à la conclusion que c'est une femme qui s'est passée pour un homme. Il avait pas encore vu Lady Oscar à Canal Famille. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Le 20 février 1807, elle lui avoue tout dans une lettre qu'elle écrit. Mais comment que Gauss va réagir? Mademoiselle, comment vous décrire mon admiration? Non, je ferai pas cet accent-là tout le long, là. Mademoiselle, comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé Monsieur Leblanc en cet illustre personnage? Qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout les mystères des nombres est fort rare. On s'en étonne pas. Les charmants chanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes, à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur.
Continuez, mademoiselle, de me favoriser de votre amitié et de votre correspondance, que je suis et serai toujours avec la plus haute estime votre plus sincère admirateur. Carl Friedrich Gauss. C'est fun, hein? Gauss apprend même à Sophie que l'Académie française des sciences a annoncé un concours avec un prix extraordinaire. 3 000 francs! Un genre de 15 000 piastres canadiens d'aujourd'hui! La façon de gagner tout ce cash-là est super simple. Faut juste trouver une solution à donner la théorie mathématique de la vibration d'une surface élastique et comparer la théorie aux preuves expérimentales. Regardez, même moi je comprends rien. Là. Et tous les mathématiciens de l'époque, eux non plus, là. Ils préfèrent ne même pas essayer de participer au concours parce que nous, les nerds, peut-être qu'on est mauvais perdants. En gros, ça parle d'une affaire super compliquée qui s'appelle le dernier théorème de Fermat. L'affaire qu'elle parlait avec Gauss, justement. Elle décide de participer et sont deux dans l'affrontement. Elle et un certain Denis Poisson. Oui, je le sais. Ça sonne un peu ridicule comme nom, Denis Poisson. On dirait un personnage de l'ancien conte qui se fait avoir dans une vente pyramidale. Go, go, go! Mais pour de vrai, ce gars-là a inventé la légendaire loi de Poisson, une affaire que j'ai étudiée moi-même à l'université et que je dois avouer aimer par sa simplicité complexe. Mais là, coup de poisson. Mais là, coup de théâtre. Denis Poisson devient éditeur à l'Académie française des sciences. Fait qu'il pourra pas participer au concours de l'Académie française des sciences. Ça fait que Sophie gagne! Le droit d'étudier une affaire super compliquée! Toute seule dans la compétition, Sophie commence à travailler là-dessus en 1809 et travaille 2 ans comme une acharnée pour soumettre sa solution en 1811 et la jury la déclare perdante. Imagine l'humiliation. Elle est la seule à participer et elle gagne pas. Comme aucune victoire n'a été accordée, le jury donne 2 ans de plus pour travailler là-dessus. Sophie persiste. Mais cette fois, Sophie soumet une réponse anonyme. Comme ça, les gens verront pas que c'est une femme, fait qu'elle sera pas discriminée. Et le résultat, c'est que... Encore un échec. Mais là, elle n'abandonne pas, parce que c'est une bad motherfucker. Et Sophie, elle a pas l'ego des hommes. Pour elle, demander de l'aide, c'est pas si compliqué que ça. Fait qu'elle se dit, bon, le dude, là, Denis Poisson. Lui, là, il était down de participer. Il doit sûrement avoir une piste de solution. Fait qu'elle va le voir. Elle lui dit comme hey, « Bonjour, monsieur Poisson, j'ai besoin d'aide. Regardez mes notes, voici tout ce que j'ai. » Et là, lui a répondu « Oh oui, c'est intéressant ça. Pouvez-vous approcher vos cahiers près de ma photocopieuse? » Et Denis Poisson lui vole toutes ses idées. Cet enfoiré s'en sert pour travailler sur son propre papier qu'il soumet à l'Académie. Et l'Académie accepte de publier ses découvertes parce que on se souvient que l'éditeur s'est rendu Denis Poisson lui-même. Ça a fait comme « Bonjour, monsieur Denis Poisson, l'éditeur, ici Denis Poisson, le mathématicien. J'ai pensé par moi-même à ceci. » Eh bien, bonjour, monsieur Denis Poisson, le mathématicien. Ici Denis Poisson, l'éditeur, puis waouh! C'est magnifique! Je publie ça, c'est sûr! Vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement beau, venez ici que je vous embrasse! En 1814, il publie un beau papier copié sur les découvertes de Sophie sans lui donner aucun crédit. Denis Poisson, le gars d'El Mallet des mathématiques. En 1816, ça fait maintenant 7 ans que cet esti de concours roule. Le bon vieux Louis-Joseph Lagrange l'aide un peu.
Sophie se réessaie encore. Ok, là ça va être technique, mais suivez-moi. Dans sa deuxième tentative, celle que Denis Poisson a copiée, elle parlait de surface plate. Ben, notre girl a décidé de sortir de la deuxième dimension pour sortir un mémoire sur les surfaces courbes en 3 dimensions. Ça, c'est encore plus compliqué dans une affaire super complexe. Essaye de copier ça, Poisson. Et cette fois, le jury trouve que c'est imparfait. Il y a des erreurs dans patente, mais considérant la complexité du problème, le jury trouve qu'elle a fait du bon travail. Ça fait de Sophie Germain la première femme à avoir gagné un prix de l'Académie française des sciences. Et même après avoir bûché des années, avoir gagné un prix pour une affaire tellement complexe qu'aucun autre scientifique au monde voulait essayer, elle a toujours pas le droit d'assister aux cours de l'école. À l'époque, les seules femmes qui pouvaient avoir ce privilège étaient les épouses des membres. Tout un date night. Hey chérie, on passe pas assez de temps ensemble. Là. À soir, je te sors. On va assister à une conférence de 4 heures sur la suite de Cauchy. Là. Tu sais, là, ça c'est une séquence de nombres dans laquelle chaque terme est arbitrairement proche des termes suivants. Là. Ce qui signifie qu'à mesure que la suite progresse, la distance entre les termes successifs tend vers 0. Chérie? Chérie, tu vas où? Pourquoi chez ta mère? Pourquoi de toutes tes affaires? Mais j'aimerais vous rappeler que Sophie, c'est une bad motherfucker que tu veux pas faire chier. Après tout ce niaisage-là, elle auto-publie son essai victorieux dans lequel non seulement elle expose que Denis Poisson l'a copié, mais aussi elle corrige des fautes que lui avait faites en la copiant. Ça, mes amis, c'est du déculottage scientifique. Malheureusement, en 1829, Sophie est diagnostiquée du cancer du sein. Elle profite de ces dernières années pour se reposer. Ben non, elle profite de ces dernières années pour publier encore plus d'ouvrages mathématiques. Et le 28 juin 1831, ça va faire bientôt 200 ans pile, Sophie s'éteint à son domicile au 13 rue de Savoie. Sa tombe est encore visible aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Fait qu'est-ce qui reste de Sophie Germain aujourd'hui? Plein d'affaires, notamment un moule de son crâne. Si c'est le genre d'affaires qui vous intéresse, vous pouvez l'observer au Musée de l'Homme. Vous remarquerez que sa tête avait une forme bizarre. Son crâne présente ce qu'on appelle une déformation toulousienne. C'est une forme un peu allongée du crâne parce qu'on avait l'habitude de coiffer les bébés d'un bandeau tellement serré que ça déformait leur tête. Veux-tu voir une photo de mon bébé avec le crâne déformé? Wow, hein, il va en briser des miroirs. Bon, maintenant parlons du contenu de ce fameux crâne. Si vous avez vraiment beaucoup de temps de lousse, vous pouvez lire le fameux essai de Sophie Germain qui se trouve facilement en ligne. Ah oui, puis tu sais, comme le jury avait dit que c'était pas parfait, là, ben ces imperfections-là dedans, ça va prendre des décennies avant que des gens trouvent une solution. Aussi, Sophie a donné son nom à une identité, l'identité de Germain. Ça stipule que, parenthèse, A à la 4 plus 2B au carré, puis laissez faire, c'est compliqué. Mais pas juste ça, elle a aussi un théorème à son nom. Ça dit que si P est un nombre premier, il existe au moins un nombre auxiliaire. Ça, un nombre auxiliaire, ça veut dire que « Hey, partez pas encore, j'ai pas fini, c'est compliqué, je le sais. » Mais tu sais l'affaire super difficile qu'on a parlé au début, là, le dernier théorème de Fermat. Là. Elle a découvert une théorie des nombres super difficile à prouver, mais qu'on peut tous comprendre vraiment facilement, là, ok? Checkez bien ça. Sophie, là, elle a découvert que, mettons que X, Y et Z sont des nombres entiers, et que si X à la 5 plus Y à la 5 égale Z à la 5, X et Y et Z sont forcément divisibles par 5. Bon, ok, je sens que je vous ai perdu, mais sachez que c'était hot en maudit, là, et que c'est l'affaire la plus simple que je peux parler dans ces découvertes tellement Sophie était incroyable. De nos jours, Sophie a gagné le respect de toute la communauté scientifique. Une rue de Paris porte même son nom. Et c'est sur cette rue qu'on trouve l'école Sophie Germain.
Sa maison que vous pouvez voir sur Google Street View au 13 rue de Savoie a été déclarée un monument historique. Mais surtout, il y a un cratère sur Vénus qui a son nom. Connaissez-vous bien des scientifiques, vous autres, qui ont leur nom sur d'autres planètes? En fait, connaissez-vous bien des gens tout court qui ont leur nom sur d'autres planètes? Mais ça, c'est de nos jours. Ça a pris du temps avant que Sophie gagne le respect qu'elle mérite. Sur son certificat de décès, on refuse d'inscrire que sa job était mathématicienne. On écrit plutôt qu'elle était rentière. Le fonctionnaire aurait statué que les sciences, et je le cite, ne sont pas des affaires de femmes. Quant à lui, on se souvient de Gaz. Gaz, lui, a milité pour que l'université de Göttingen lui donne un diplôme honorifique et ça n'a jamais marché avant sa mort. Mais si jamais vous allez à Paris, vous remarquerez que sur la Tour Eiffel, on a inscrit le nom de 72 scientifiques. Et là-dessus, le nom de Sophie, il est pas là. La Tour Eiffel? Plutôt la Tour Eiffel. C'est parce que les hommes sont nuls et stupides. La communauté scientifique se moquait de Sophie parce que, il y a des fautes et des imprécisions dans ses affaires. Ce qui est tout à fait normal quand tu as appris les mathématiques du level post-doctorat toute seule par toi-même. Puis c'est fucking poche parce que ce défaut-là, le défaut d'être tellement fucking brillante que tu maîtrises par toi-même les concepts dans des livres écrits en latin puis en grec, ça fait que t'as pas eu la même formation que tout le monde. Mais justement, c'est ça qui a permis à Sophie d'user de créativité dans ses solutions. Elle pensait différemment, puis ça, c'est vraiment une grosse force sous-estimée en sciences. Sophie Germain était une révolutionnaire, c'est une bad motherfucker, j'en ai pas assez parlé, mais faut se souvenir que la trame de fond, c'est pas vivre dans un petit chalet nice à Charlevoix, c'est la Révolution française. Malgré tous les changements de personnes au pouvoir, Sophie Germain a changé le monde comme on le connaît aujourd'hui. Elle a lutté contre des préjugés sociaux de l'époque, le manque de formation formelle afin de devenir une mathématicienne plus qu'accomplie. Elle est surtout reconnue et connue pour son travail en théorie des nombres, mais son travail en théorie de l'élasticité est également super important pour les mathématiques et dans le monde dans lequel on vit, vous et moi, en ce moment même. Pour de vrai, on devrait parler plus souvent de Sophie Germain. Quelle femme incroyable! Avant que vous changiez de podcast, juste vous dire que l'animation, c'était Pierre-Luc Racine. Au texte, Pierre-Luc Racine. Au graphisme, Pierre-Luc Racine. Au montage, Pierre-Luc Racine. À la réalisation, Pierre-Luc Racine. À la mise en onde, Pierre-Luc Racine. Aux réseaux sociaux, Pierre-Luc Racine. Au craft, Pierre-Luc Racine. Puis c'est juste faire des toasts au beurre de pinot, puis une fois sur deux, il les brûle. Ouais. Fait que ça aiderait vraiment Pierre-Luc Racine si allait le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, le seul auditeur de ce podcast s'appelle Pierre-Luc Racine. Mon show d'humour humoriste québécois est disponible gratuitement sur YouTube. Il n'y a pas tant d'affaires de gratuit dans ce beau monde. T'as ce podcast-ci, puis t'as ça. Fait que va voir ça et abonne-toi à ma chaîne rendu là. Laisse un commentaire, tout le temps bon pour l'algorithme aussi. Gagne, la prochaine fois, on parle d'une affaire surprenante. On se revoit bientôt, mes mangers de maths. Je vous aime. À la prochaine.